Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse entre Wei et Agarty. Alors, je tiens à dire que quand j'ai préparé cette vidéo, quand j'ai préparé l'analyse du combat, eh bien, je l'ai préparé sur le highlight qu'on va voir, puisque le ONE FC a la générosité de sortir les highlights assez rapidement. Et j'avais déjà préparé l'analyse de la vidéo quand ils ont sorti le combat au complet. Donc là, ce que je vais analyser, c'est le highlight. D'un côté, ça va vous permettre de ne pas être trop spoilé sur le combat. D'un autre, on risquait de manquer quelques détails, mais j'ai eu le temps de regarder le fight au complet. J'étais dans le métro, j'ai eu le temps de regarder le fight. Voilà, donc j'ai pris quelques informations supplémentaires, mais là, ce qu'on va analyser, c'est le highlight. Ça va nous permettre de voir quelques points intéressants. Donc, pour parler du fight au complet, ce que j'en ai noté, c'est deux problématiques pour Wei. La première, c'est que eh bien, il n'utilise que du kickboxing. Alors, on est sur un combat de kickboxing pour la ceinture, donc vous allez me dire, bah oui, c'est normal, c'est la ceinture du kickboxing. Oui, mais là où Agarty va sortir son épingle du jeu, ça va être avec les genoux, avec les front kicks et un peu de filouterie en utilisant un peu de clinch pour casser le rythme de Wei, un peu comme ce qu'avait fait Superlek contre Puerta, et ça fonctionne très très bien. Donc les genoux quand Wei est trop près, les front kicks pour le faire reculer, ce qui fonctionne très bien parce qu'il a une très bonne jambe avant. Voilà ce que j'ai noté un petit peu, et comme je le répète à chaque fois, c'est en fait le panel de techniques qu'a les combattants de boxe thaï qui donne un certain avantage là où les kickboxers ont voilà des points, des kicks très rapides. Et bien en boxe thaï, ils ont la chance d'avoir les coudes, le clinch, les genoux. Je dis pas que les combattants de kickboxing ne sont pas bons pour envoyer des genoux par exemple, je dis juste que en fait, en utilisant toutes les armes qu'on a à disposition, ça permet un certain avantage. En tout cas, c'est ce que j'ai analysé au fil des nombreux combats que j'ai regardés, et je le remarque encore ici. Après, forcément, aussi, c'est le meilleur qui gagne. Donc, là, très intéressant. On va commencer le combat. Je tiens à donner une autre précision, c'est que Wei est en gaucher, et donc ça lui donne un avantage certain à la base sur Agarty, parce que Agarty utilise beaucoup sa jambe avant, sauf que gaucher contre droitier, eh bien la jambe avant a tendance à taper majoritairement dans le dos, et dans le dos ça fait beaucoup moins de dégâts que quand vous prenez un middle voilà, dans les côtes. Donc c'est ça l'avantage de Wei. Et le deuxième avantage, c'est que forcément pour casser la distance quand les deux jambes avant sont rapprochées, c'est plus facile logiquement. On l'a vu contre Sejudo, contre Song lors de ce week-end, quand Sejudo s'est mis à changer de garde, eh bien ça lui a permis de travailler en ligne et de toucher beaucoup plus Song. D'ailleurs, il a gardé cette position de gaucher après sur la fin du combat avant l'arrêt de ce fameux high poke. Je vous invite à aller voir mon analyse sur le sujet. Donc pour illustrer un petit peu ce problème de la jambe avant, je vais vous montrer juste ce passage. Voilà, là vous voyez, alors c'est aussi parce que Wei est rentré et donc ça a cassé la distance. Mais voilà, la jambe a tendance à beaucoup moins bien toucher quand un droitier envoie son middle sur un gaucher, son middle jambe avant, que si c'est gaucher contre gaucher, ou droitier contre droitier. Voilà. On va continuer. Ici, voilà, ce que je voulais vous montrer. Voilà, Wei, donc beaucoup de volume quand il casse la distance, donc vraiment en mi-distance, c'est là où il va être très bon là encore, et il va finir majoritairement par un low kick, ce qui est très bien, parce que quand vous avez une certaine explosivité, eh bien finir par une jambe, c'est généralement bénéfique. On avait vu Volkanovski contre Makhachev aussi, qui le faisait très bien sur son premier combat, hein. Le deuxième, ça s'est mal terminé pour lui, mais
sur son premier combat, voilà, il cassait la distance très bien avec des blitz, il rentrait très bien, il finissait par un low kick pour casser l'appui et il ressortait. Là, le problème de Weih, c'est que pour casser la distance, ça va être beaucoup plus compliqué. On va continuer directement. Hop. Je vais vous laisser ça parce que ça va être juste après sur le round 2. Voilà, là, bam. Donc Haggerty qui, on a l'impression, en tout cas sur le highlight, qu'il accélère à partir du deuxième round, ce qui peut être une bonne méthode. Hein, souvent, les Thaïs vont envoyer des kicks dans les premiers rounds pour affaiblir l'adversaire sans trop se fatiguer, c'est-à-dire sur les cuisses, au corps, pour drainer le cardio de l'adversaire qui va peut-être y aller lui un peu plus à fond. Et après, sur les 2 rounds d'après, eux, ils sont encore frais, ils vont accélérer. Et donc, si ça va à la décision, ils gagnent 2 rounds à 1, ce qui leur permet de remporter la victoire. Mais en fait, pas du tout. C'est juste dans le highlight qu'on a l'impression de voir que Haggerty est un peu plus ralenti que Weih. Mais en fait, si vous regardez le combat en entier, ils envoient tous les deux vachement de volume pour du 5 rounds, ce qui est assez impressionnant en termes de cardio. Et là, donc, on a Haggerty qui envoie un gauche-droite et qui, en se décalant sur son bras arrière, va venir passer sa jambe avant et mettre un high kick qui fonctionne très bien. Je vous le remets. Donc, le France de round, en fait. Là. Ici. Voilà, vous voyez, juste à la fin, en fait, il vient décaler sa jambe arrière et donc il va pouvoir, c'est ce qui va lui permettre de placer son high kick. Parce que s'il était vraiment resté en farce et qu'il n'avait pas décalé, eh bien, ça aurait été très compliqué pour lui de placer ce high kick. Donc il a bien désaxé. On continue. Je voulais vous montrer un autre passage. Voilà. Ici. Ici, alors, avec la vitesse, j'avais cru que c'était un coude, mais en fait pas du tout, c'est un coup de poing retourné qui est très intéressant. Alors pourquoi c'est très intéressant? C'est si vous connaissez Haggerty, il est très bon pour faire ce genre de coude. Il l'avait très bien fait avant contre Lobo. Et là, il le refait, mais il l'avait fait avec un coude. Et là, il le fait avec un coup de poing. Ce qui laisse entendre que pour ce combat, alors c'est une supposition, il a adapté sa technique, mais avec un coup de poing. Qui a un petit peu surpris Weih, ça n'a pas eu tant d'effet que ça, mais l'adaptabilité dans un combat, c'est très important. Et là, il n'a pas le droit au coude, mais ça ne lui a pas empêché de pouvoir mettre un coup de poing retourné. Ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est vraiment pouvoir adapter ses armes en fonction de la situation, en sachant que dans ce combat, vous n'avez pas le droit de clinch, vous n'avez pas le droit de saisir non plus les kicks qui vont se faire arrêter plusieurs fois pour des clinches et du saisie. Voilà, c'est vraiment un combat de kickboxing pur et dur. D'ailleurs, on va l'illustrer juste ici. Alors, on va directement aller au round. Là, on voit beaucoup de genoux. And a lot of it could be attributed to that right hand that just landed moments ago for the champion, but he was way right. Voilà, donc là il y a du clinch, et à chaque fois qu'il y a un peu de clinch, il arrête. Voilà, là l'arbitre le dit, c'est, il le dit en anglais, Haggerty ne lui donne pas la distance qu'il veut. C'est-à-dire que, qu'est-ce que va faire Haggerty? Il va donc bien tourner, bien se déplacer, et il va rester à une distance où les deux ne peuvent pas se toucher, et quand il va rentrer à la distance qu'il faut, il va rentrer à la distance où lui peut toucher, ou alors il va rentrer avec une combinaison, et tout de suite il va ressortir. Ce qui fait que Weih a vraiment du mal à trouver son rythme dans le combat, il a vraiment du mal à trouver la bonne distance pour pouvoir toucher, on l'a vu sur le début du combat où il va vraiment travailler sur gauche-droite, uppercut, crochet, bam, et il finit avec un low kick intérieur ou extérieur. Mais là, avec la fatigue, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui de rentrer. Et Haggerty, notamment avec son front kick de la jambe avant, dont il est très bon et dont il va user dans le combat, ça va lui permettre de soit garder la distance,
soit de rentrer quand il faut pour placer sa combinaison, et de le punir avec un genou quand il est trop près, ou même d'utiliser le clinch, comme je l'ai dit au début du combat, pour vraiment le stopper l'arbitre, enfin l'arbitre va les stopper, et donc ils vont se séparer, et ça va reprendre de plus loin, mais ça casse le rythme de Wei en fait. Voilà. Donc voilà, il se déplace. Vous voyez, il est loin. Toujours. Il rentre, il ressort. Et vu qu'il a les plus grandes jambes et qu'il est très bon, voilà, Wei il peut pas toucher, mais Haggerty continue en fait de toucher. Et il y a seulement, alors c'est là où Wei a été assez bon, il faut lui admettre, c'est quand il vient, et ça fonctionne bien, c'est quand il vient esquiver un coup d'anglaise de Haggerty, est très très bon sur ses esquives. Il le fait plusieurs fois, il vient esquiver soit de manière rotative, soit en décalant voilà son épaule sur un direct, et il vient tout de suite, ça lui permet de gagner quelques secondes, et il vient tout de suite surprendre Haggerty. Malheureusement, c'est pas facile d'esquiver, et donc vous pouvez pas faire ça à chaque fois, et en plus avec la fatigue, ben, il y arrive de moins en moins. Mais il faut le noter aussi. Voilà. Ah, alors, je pense que, est-ce que on y va? Ici aussi, bam. Donc 2 points. On le note, il n'a pas le droit d'attraper la jambe, et là il vient lui mettre un front kick à la tête. Donc il faudra voir le combat en entier si vous voulez voir toute la situation autour. Là personnellement je ne l'ai pas, mais on voit que Wei avec la fatigue a tendance à baisser sa garde, et donc ça a permis à Haggerty de lui placer un bon front kick à la tête qui a très bien fonctionné. Bon, je vais vous montrer le dernier passage. Voilà, là, alors là, il s'est fait timer. Pourquoi il s'est fait timer? J'avais pas bien compris. Si vous regardez le combat en entier, en fait, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il a un pattern qui revient, c'est-à-dire qu'il vient envoyer un front kick avant qui n'est pas, on le voit, il en envoie un qui est pas dangereux en fait. Il l'envoie, et il fait ça 2 fois, et la 3e fois, il vient faire semblant de l'envoyer, il va changer de garde et il va rentrer, donc il va faire un blitz. Le problème, c'est qu'il l'a fait trop de fois, que là, il est fatigué, et que du coup, ça s'anticipe très très bien, et quand il va vouloir envoyer un crochet large, et bien Haggerty va venir rentrer lui, et bien il va le sonner. Je vous remonte le passage. Donc je pense front kick. Là donc premier front kick, deuxième front kick, troisième il veut changer, et bam, tout de suite il se fait timer, il se prend un crochet. Donc toujours faire très attention. Avec la fatigue, on a des patterns qui reviennent, et ce pattern là on le voit pas mal dans le combat, et là Haggerty l'a très très bien timé. Voilà, je vais pas vous mettre plus du combat. Je vous invite, comme d'habitude, à aller voir la chaîne du ONE FC, à regarder en entier, parce que c'est très intéressant. Ça va très vite sur du kickboxing, donc des fois il faut même mettre au ralenti pour bien voir toutes les informations. En tout cas, j'espère que cette analyse, là encore, vous aura plu, vous aura permis de vous donner des armes, des techniques, des choses à faire en sparring, ou même si vous préparez un combat. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, et à partager la vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine analyse.